C'est bon, écrivez plus de bêtises. Alors bonjour à tous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer par faire le TP de la page 323 sur les deux smartphones pour mesurer une célérité. Donc là, ça va simplement être la mesure de la célérité du son dans l'air. Vous connaissez déjà la réponse, ça va être 345 mètres par seconde. Et là, c'est une activité en fait qui va nous permettre de vérifier ça avec. D'habitude, on fait pas comme ça, on fait avec des ondes sonores, avec des émetteurs, des choses comme ça. Là, on va le faire avec des téléphones ou des tablettes. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont essayé de le faire C'est combien celui-là? On n'a pas un 25. Manon, ça ne m'étonne pas. Quentin, ça ne m'étonne pas non plus, c'est accent. C'est ça, pareil. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On est individuel. Alors, là, là-bas. Hop, là. Ça mesure de où à où? Donc là, il y a même Sarah Vela qui est avec moi et qui fait des mesures en même temps pour voir d'où en où on va. Ok, ok, parfait. Là, il faut se mettre au même endroit. Alors, bien entendu, c'est pas la bonne taille comme d'habitude. Alors, on va là. J'ai encore perdu. Là. Ok. Alors, vous voyez à peu près tout. Faut éteindre la lumière. Et on va regarder un peu ce qu'était tout à l'écran. Là-bas, moi je mets Mon téléphone, il est compris en écran. Donc il faut que ça passe normalement, c'est là. La lumière. Alors, voilà, là, vous voyez tous. Alors, c'est un petit peu compliqué. Donc, on va essayer d'améliorer la focale de la lentille. C'est pas transcendant. J'aurais pas mieux. Allez, là, c'est pas mal. Donc, ce qu'on nous demande, la technologie intégrée dans les téléphones portables actuels et l'offre des applications permettent de réaliser des expérimentations qui nécessitaient, il y a quelques années, un matériel plus complexe. Ce que je vous disais en début, c'était qu'au début, là, pour faire les mesures de toutes simples de vitesse de propagation du son dans l'air, on avait besoin de matériel plus complexe. D'accord? Qu'on a au lycée, et normalement, on le fera quoi qu'il arrive l'an prochain avec ce matériel, mais je trouve que c'était sympathique parce que ça vous permet maintenant de voir qu'avec l'évolution et les nouvelles technologies, on arrive à faire des manifs, des expériences qui étaient difficilement accessibles au large public auparavant. Donc la question, comment mesurer la vitesse du son dans l'air avec deux smartphones ou deux tablettes, un smartphone, une tablette. Donc le matériel qui est nécessaire, deux smartphones qu'on va nommer S1 et S2. S1 est ici, S2 ici. Et on les sépare d'une distance qu'on mesure entre 4 et 5 mètres. L'application qu'on va utiliser, c'est l'application Firefox. Alors, dans cette application, il y a
plein de choses. Hein. Il n'y a pas que des mesures du son, il y a des chronos, il y a des gyroscopes, il y a plein de trucs. Il y a aussi des mesures d'analyse spectrale. Voilà, c'est quand même une application qui est très complète et qui en fait très gratuite dans son ensemble. Certaines choses pour les avoir proposées. Donc l'application Firefox, nous, ce qu'on va utiliser, c'est le chronomètre acoustique. Donc dans la version française, c'est le chronomètre acoustique, qui va permettre en fait de mesurer l'arrivée le départ d'un son et l'arrivée d'un deuxième son. Alors, la réception du premier son déclenche le chronomètre, la réception du deuxième son stoppe le chronomètre. Et donc ça va nous permettre de mesurer le temps d'écoulement entre ces deux sons. Donc ici, on peut ajuster la sensibilité. Donc sensibilité en anglais c'est du threshold. Plus la valeur est élevée, plus le son qui va déclencher le chronomètre doit être intense. Et il s'arrête parce que le deuxième son est de nouveau suffisant. Le protocole, chaque expérimentateur se place derrière un smartphone. L'expérimentateur 1 tape dans ses mains tout près de S1, qui déclenche les deux chronomètres. Et enfin, l'expérimentateur 2 tape ensuite dans ses mains pour arrêter les chronomètres. D'accord. Donc si on regarde cette échelle du temps ici, d'abord le premier expérimentateur lance à un instant T1 le chronomètre, son chronomètre se déclenche. T2, c'est lorsque le chronomètre du deuxième expérimentateur se déclenche parce qu'il aura reçu le son du premier. Le clap 2, c'est l'arrêt du son, puisqu'il aura reçu, c'est lui qui va lancer le deuxième son. Et enfin, l'instant T4, c'est lorsque le son arrive sur l'expérimentateur. Ça arrive aujourd'hui. Ok, on en est là. Le supplément numérique, une vidéo, les résultats. Retrouvez prochainement une vidéo, donc ça n'est pas encore. Alors les questions. Mettre en œuvre le protocole, c'est ce qu'on va essayer de faire. Hein. On va voir si ça marche. Alors, malheureusement, on ne peut pas tourner la caméra, puisqu'il faut qu'on soit à côté des téléphones. Et on va essayer de lancer les menus, tout bêtement. D'accord. Donc, ça va leur faire coucou quand même. Je vais rallumer la lumière. On rallume la lumière. Bonjour. Et voilà. Deux profs Pour le prudent. pour le prudent. Et on respecte les distances de sécurité avec le superbe lumière maintenant. Alors ça, je vais pouvoir éteindre en attendant. On va redescendre. Et on va commencer à réviser ce TP. Alors, donc là, on est sur l'activité de TP, de smartphone pour mesurer une célérité. Donc, TP de smartphone pour mesurer une célérité. Et c'était à la page 320. Notre livre numérique. Alors, première question, mettre en œuvre le protocole. Hop. Donc, le protocole vous est fourni, mise en œuvre du protocole. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chacun aller d'un côté et on va taper dans nos mains. Donc, vous allez simplement entendre le fait qu'on tape dans nos mains, tout bêtement. On a allumé nos téléphones, on a mesuré une distance D de 5 mètres. Alors 5,0, plus ou moins combien ça vous? C'est à peu près précis à tenir. On sait avec les erreurs, on va mettre 5 cm, 10 cm, 20 cm. C'est tout. Ah, c'est super précis. Donc 5 mètres, plus ou moins, allez, on va dire 2 cm, donc ça fait 0,02. Ou alors, à quel endroit il prend dans le téléphone? Et justement, ça on ne sait pas. Moi je dirais qu'on mettrait une 5 cm. Si jamais on la changera,
en fonction des résultats qu'on obtient. Si ça fonctionne, comme d'habitude. Puisque vous savez très bien que les techniques ne fonctionnent pas toujours très bien. Alors, ce que l'on va faire, on va devoir mesurer différents instants. Donc, ce qu'on va écrire, c'est qu'on va appeler. On appelle T de S1 la durée mesurée par le smartphone S1. On va mettre delta T S1. La durée mesurée par 1. Et donc, logiquement, on va appeler, donc c'est le premier à le déclencher et le dernier à s'arrêter. Entre parenthèses, le premier à se déclencher et le dernier à s'arrêter. Et delta T S2, la durée mesurée par 2. La durée mesurée par le deuxième expérimentateur. Donc lui, par contre, c'est le deuxième qui se déclenche et le premier qui s'arrête. La sensibilité, elle est réglable. On va voir qu'il va falloir faire attention aux échos éventuels qui pourraient arrêter un appareil, puisqu'il faudrait vraiment être dans une salle silencieuse. Là, vous n'êtes pas là, donc ça va favoriser les choses. Et on va commencer, on va essayer de faire un tableau de mesure où on va regarder tout ce qui va être important. Donc, le tableau, comment on va le mesurer? Comment on va faire? On va faire deux mesures, d'accord, pour être précis. Hein? Donc là, on va faire une mesure 1. Mesure 1. Mesure 2. On va mesurer T de S1, T de S2. Et ensuite, on va faire la différence entre TS1, le temps le plus long, et TS2. Ça, on va essayer de voir pourquoi. Tac, tac. Ok, on est parti. Donc, allons-y. Donc là, vous avez pu nous voir. On va essayer de lancer les mesures. Alors, ça marche. Donc là, vous allez simplement nous entendre taper dans les mains. Alors, remise à 0. Hop, c'est bon. Le don est en blanc. Attends, c'est ça. Ah non, il faut appuyer sur lecture. Donc là, plus un bruit, on met lecture, je tape. Et je tape dessus ou... Non, on tape un peu, on met lecture et là on parle plus. Et une fois que j'ai tapé, je attends. Parfait. Moi, j'ai mes mesures. Alors, donc moi je suis. Donc voilà. Donc vous avez entendu, hein, il y a eu deux claps. C'est nous qui tapons dans les mains. Première mesure. Moi, ce qu'il me dit, j'ai 1,592 secondes. 1,592 secondes. Caro. 1,557. 1,557 secondes. On va refaire une mesure pour être sûr, comme ça on aura nos deux expériences, et on pourra en faire plus. Parce que je vous rappelle que plus on fait de mesures, plus on va avoir un résultat qui sera précis. Parce qu'au final, on va moyenner ces mesures qui va nous donner l'indicateur de la valeur que l'on cherche. Et en plus, ça va nous permettre de réduire les erreurs en faisant ce qu'on appelle un calcul d'incertitude. C'est simplement mesurer. Alors peut-être que vous connaissez le terme en mathématiques. Qu'est-ce qui caractérise la variabilité d'une mesure en maths? Je pense que vous l'avez déjà vu. C'est une idée. Allô, allô? Je pense que vous m'entendez pas très bien.
Il manque une minute. Je veux lui faire. Alors, la variabilité, alors c'est pas exactement la variance, c'est l'écart type. D'accord, l'écart type va vous permettre. Vous avez vu l'écart type en maths ou pas déjà? Ok. Donc ça, on va pas trop en parler de suite, mais l'an prochain, pour ceux qui continueront la spécialité, vous verrez qu'on va faire des calculs d'écart type sur chacune de nos mesures au fur et à mesure. Alors, deuxième mesure, on est sur une pas de bruit. Donc, on appuie sur lecture. Alors, remise à zéro. Ça a déclenché chez moi. Ah, bah on refait. Donc, remise à zéro. Ça pas fait. Non. Ah, refait. Ah, attends. C'est pas vrai, ça a déclenché. Ah, 415 pour moi. Et toi? 389 secondes. 380. Ok. Voilà ce que l'on a. Alors là, on va calculer et on va voir pourquoi on va en avoir besoin par la suite de la différence de ces mesures de durée. Alors j'ai 1,592 moins 1,537 donne 0,035 secondes et l'autre 1,415 moins 1,389 donne... Ouais. Je pense que les mesures ne vont pas être terribles. On en fait un troisième. On pourra faire... Allez, on s'en fait une troisième pour être sûr. Alors attends, je fais ma ligne. Mesure 3. Allez, on en fait une. Remise à zéro. Non, pour Ah, pardon. Remise à zéro. Un 679. Et toi? 657 secondes. Alors, 1,679 moins 1,657, 0. On va y arriver. On va y arriver. On va moyenner. C'est peut-être le premier qui est pas bon. C'est peut-être le premier qui est pas bon, exactement. Ouais, faut être entre 0,30. Bon, on va moyenner, ça devrait donner un truc. Je vais remettre l'autre mesure pour être sûr. Je vais vous permettre de moyenner quelque chose qui est pas mal. Mesure 4. 0,894 secondes. C'est une mesure qu'on avait fait précédemment. 0,864. Et on a trouvé du 0,030. Voilà. Et sinon on dirait des 5. Voilà. Alors, voilà pour nos mesures. En faisant de la chronologie, donc on arrive à la question 2. En faisant de la chronologie où les échelles ne sont pas respectées, exprimer à quelle durée correspond la mesure donnée par le smartphone S1 en fonction de la célérité du son et la distance, et faire de même pour la distance L2. Alors, là, je vais recopier cette échelle de temps, et on va essayer de faire une analyse temporelle, de façon à obtenir les calculs les formules que l'on souhaite. D'accord? Alors, j'efface ce côté. Et on va commencer nos petits calculs. Donc, 2, ça va appliquer à quoi? Expression de mesure donnée par smartphone. Donc, c'est les expressions de TS1 et de TS2. Donc, 2 expressions de TS1 et TS2. Là, vous n'avez pas appris delta TS1 ou... Ouais, on va simplement remettre delta TS1, delta TS2, puisque c'est vraiment une différence d'instant qui est mesurée.
soit cohérent. Alors, je recopie cette échelle de temps qui nous est donnée. Donc là, on a le temps. Le premier qui se déclenche, c'est l'instant où S1 se déclenche. S1 se déclenche. Ensuite, à T2, c'est S2 qui se déclenche. Après, on va appeler ça T3, c'est S2 qui s'arrête. Et enfin, T4, c'est S1 qui s'arrête. Voilà. Alors, bien entendu, parfois on peut inverser ces deux-là, ça ne changera rien au phénomène au final. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la durée qui sépare le déclenchement de S1 jusqu'à l'arrêt de S1, c'est ce qu'on appelle delta S1, c'est sûr. Et le petit ici, ça c'est delta S2. Donc voilà ce que l'on a. Alors, le son se propage à la célérité C, puisqu'on essaye de déterminer cette valeur. En sachant que la durée mise pour parcourir pour un son, quand un son parcourt une certaine durée, on peut dire qu'on sait que delta T, c'est D sur C, où C est la célérité du son. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Pour avoir delta S1, donc c'est l'instant de l'arrêt, c'est-à-dire T4, moins quoi? L'instant de déclenchement. T. Voilà ce qu'on a. Alors, pour aller en T4, ce que l'on peut dire, c'est que on va avoir... alors, comment je vais vous écrire ça de façon la plus simple possible? D sur C plus T3 moins T2. Alors, le son, pour aller en T4 moins T1, quelle est la durée nécessaire, la distance parcourue? Alors, pas de liste de bêtises. On va avoir D sur C plus T3 moins T2. Plus D sur C. Est-ce que c'est juste si je dis ça? Oui. Alors, il faut comprendre. La distance parcourue de là à là, c'est la distance D. Ok. Donc cette distance D, elle a été parcourue en un temps T2 moins T1. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on a D sur C. Ensuite, on va de T2 en T3, donc on a du T3 moins T2. Et ensuite, le temps qui s'écoule entre ce que T3 s'arrête et que S1 s'arrête, encore une fois, c'est le temps que l'onde a parcouru le deuxième expérimentateur jusqu'au premier expérimentateur. C'est encore du D sur C. Voilà la demande. Voilà ce qu'on peut écrire. On peut faire exactement le même raisonnement pour delta T S2. Sauf que ça va être beaucoup plus simple. Parce que delta T S2, c'est juste le T3 moins T2 qui nous intéresse. Et voilà pourquoi je vous ai mis delta S1 moins delta S2. Parce que en faisant la différence entre ces deux grandeurs, on a T3 moins T2 qui va être simplifié par ce T3 moins T2. Et il va rester du 2D sur C au final. Les mesures, vous les avez notées, tu les as, Caro? Oui. Ok, comme ça, après, maintenant, les...
C'est moi ou ça frise beaucoup? Je sais pas, après, c'est toi. Donc, je redétaille ici. D sur C, c'est le temps pour parcourir la distance D, c'est-à-dire le temps, la distance pour que l'onde passe du premier téléphone qui s'est déclenché et qui déclenche le deuxième téléphone. C'est pareil pour que les deux autres passent. Ça revient exactement au même. Alors, on a nos mesures. C'est bien les deux là. Ça change. Donc si on regarde delta T S1 moins delta T S2, ben, qu'est-ce qu'on peut écrire? Ça va être D sur C plus T3 moins T2 plus D sur C moins T3 moins T2. Et ce que l'on voit, c'est que ces instants T3 moins T2, ils se simplifient. Et il nous reste que la variation delta S1 moins delta T S2 est juste égale à 2D sur C. D, vous allez mesurer à la main grâce à un décamètre, tout bêtement. Et delta TS1 moins delta TS2, bah, ça on l'a obtenu grâce à notre application chronomètre. Ce qui nous fait que C va être égal à quoi? C'est 2D sur delta TS1 moins delta T S2. Alors, on va voir si ça marche. Mais ça nous permet justement d'avoir une estimation de notre vitesse de propagation du son dans l'air. Alors, justement, que représente... On mesure 1, on mesure 2, on mesure 3, on mesure 4. On va le faire après. D'abord, on va répondre aux questions. En fonction du chat, on déduit la... Voilà, d'abord, la question 3, que représente la différence entre ces deux durées? Donc au final, d'après cette formule, elle représente quoi, cette différence? Alors, que représente physiquement cette différence temporelle si vous exploitez simplement par lecture de la formule? Qui a une idée? Apparemment, il y a beaucoup de bugs. On va prendre le temps, d'accord? Donc je répète, pour répondre à la question 3. Voilà, ça bug. Donc je répète la question. Si vous regardez simplement cette formule, que représente cette durée delta S1 moins delta S2? Qu'est-ce qu'elle représente physiquement? Et en fait, vous l'avez déjà vu en seconde, de façon simplifiée, sur l'utilisation par exemple du sonar ou l'écolocalisation. Alors, j'ai une idée. Exactement, bravo Enzo. C'est la durée de l'aller-retour. Alors, c'est pas un aller-retour, puisque l'onde, elle ne se propage que dans un sens. Mais au final, ça représente la durée mise par le son pour parcourir 2 fois la distance D entre les deux sens. D'accord? Donc, réponse pratiquement correcte. Alors, sur les coefficients, je parle un peu du quiz. Sur ce que j'ai corrigé pour le moment, la plupart, c'est très très bien fait. Oui, vous avez complètement bugué sur le travail de la force du champ électrique. Là, j'avoue que c'est un petit peu difficile. Alors, pour la question 3, c'est que représente la différence entre ces deux durées? Bon. Comment on va appeler ça? Interprétation
Donc on interprète en résultat mathématique de TS1 moins le delta TS1 moins delta TSB. Donc comme on a dit, comme Enzo nous a dit, la différence entre ces deux durées, la différence entre ces deux durées et donc la durée mise par le son. Et donc la durée mise par le son pour parcourir 2 fois la distance B. Pour parcourir 2 fois la distance des séparant les 2 smartphones. Oui. Et tu vois, tu as retenu avec un S. Faire ce TP en classe entière, c'est pas possible, parce qu'ils sont tous en train de taper dans les mains. Donc je me dis c'est un peu mieux. Voilà pour la question 2. Alors justement, en déduire la célérité du son dans les conditions d'expérience. Et bien c'est ce qu'on va faire expérimentalement. On va reprendre donc nos mesures, on va laisser 4 mesures. Et je vais rajouter quand même, j'ai envie d'introduire la notion d'écart de façon à ce que vous puissiez faire des calculs d'incertitude un peu plus précis. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Donc on avait nos mesures 1, 2, 3, 4. Là j'avais TS1, j'ai juste besoin de TS1 moins TS2. Alors tu peux me les redonner? Ah, j'ai fait une bêtise. 1, 2, 3, 4. Vas-y. 0,035 secondes, 0,026 secondes, 0,022 secondes, celle-là, je pense qu'elle est fausse. et 0,030. Donc là, on a une valeur qui me semble un petit peu aberrante. Et donc là, on va calculer notre C, C, D, A, dans le delta, sur delta T, S1, moins delta T, S2. Alors, on avait dit que c'était égal à 5 mètres. Bon, on n'a plus qu'à calculer. 5 divisé par 0,035. Ouais, égal à 2, c'est pour ça. Fois 2. Ouais, c'est pas top. 280. Alors, c'est 2 chiffres significatifs. Donc, on va respecter nos chiffres significatifs. 2,86 10 puissance 2 mètres par seconde. T'as 2 chiffres. Oui, donc ça fait 2,9, merci Caro. Ensuite, j'avais 5 divisé par 0,026. Faites déjà mieux. 3,8 puissance 2 mètres par seconde. Et après, j'ai divisé par 0,022. Là, c'est pas bon du tout. 4,1 puissance 2 mètres par seconde. Et ensuite, j'ai divisé par 0,03. Et ça, c'est beaucoup mieux. 3,3 puissance 2 mètres par seconde. Donc, vous voyez, on a quand même des valeurs qui sont assez variables. Et donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une moyenne de ces valeurs. On va donc dire que c'est là. Vous notez comme ça la moyenne en maths ou pas? Avec une barre. Ok. Donc alors ça c'est une notation classique en fait pour la moyenne. En général quand vous avez une grandeur x, vous faites
plusieurs mesures de x. Si vous mettez x bar, ça veut simplement dire que vous calculez la moyenne de toutes ces valeurs. D'accord? Donc ça, c'est une notation mathématique de la moyenne. En haut du tableau, monsieur. En haut où? À gauche ou à droite, Laïna? À gauche. Interprétation de delta t S1 moins delta t S2. De rien. Alors on va faire la moyenne de tout ça. Espérons qu'on trouve 80 plus 450 plus 330 divisé par 4. 50 plus 330 divisé par 4. Oh, c'est pas trop mal. 360. On trouve 3,6 puissance 2 mètres par seconde. Donc on va garder toutes nos valeurs. Bah, si tu mettais deux chiffres après la virgule, tu trouveras pareil. En fait, deux chiffres significatifs, tu trouveras pareil. Donc c'est bon. Parce que 357, ça fait 3. Normalement c'est 340. 345. Ah oui, on a vu que 357 la dernière fois, tu vois. C'est peut-être le problème du téléphone, mais quand on a fait avec les secondes, on avait trouvé cette valeur. Ouais. Après, il y a la température. Donc voilà. Alors, c'est quoi la vitesse du son normalement dans l'air? C'est théorique. Je ne vais pas vous faire les parties. Parce que sinon, si vous compliquez les choses, c'est déjà assez complexe. On sait que c'est 345 mètres par seconde. Et par contre, ce que l'on peut faire, c'est quoi? On a une valeur expérimentale et on a une valeur théorique. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Le rendement, qui me dit ça? Le rendement. Enzo, tu me mélanges toutes les notions. Le rendement, c'est plutôt, de point de vue énergétique, c'est qu'est-ce que tu apportes en énergie à un système et qu'est-ce que ce système va pouvoir vraiment retirer comme énergie pour fournir ce que l'on attend par rapport aux pertes. D'accord? Donc, non. Comparer la marge d'erreur. Là, je suis d'accord. La marge d'erreur, c'est-à-dire faire un calcul d'écart. On va faire dessus. Alors ça, en général, ils aiment bien au bac vous faire ça, ils ne vous donnent plus la formule. Bon, après, ce sera le nouveau bac, c'est toujours pas la formule qui vaudra, puisqu'on n'a pas pu le faire cette année. Donc, erreur relative. On note epsilon, ça va être quoi? La valeur absolue de la valeur théorique moins la valeur expérimentale, c'est barre, sur la valeur théorique. Qui nous donne du 345 moins 3,6 puissance 2, 345. Et là, on va avoir donc une erreur. 345 moins 360. Ça nous donne du 2,7% d'erreur. Vous voyez, hein, avec deux smartphones, on arrive à faire des calculs de célérité, des mesures de célérité du son, qui sont quand même des mesures précises, avec une erreur qui est très très faible, moins de 5%. Pour une fois que c'est pas toi, Marelle. Ok. Alors, la valence, il disait 340 mètres par seconde, on avait pris 345, ça revient exactement au même, au final, pas 5 mètres par seconde près. Et il nous demande de proposer des explications aux écarts éventuellement obtenus. Quelles améliorations pourraient être envisagées? Bon, juste avant de répondre à ça, est-ce que vous avez compris la globalité? Ah, juste monsieur, le tiré au-dessus du C, c'est une notation. Alors, je répète, voilà, merci Enzo. Quand on met une barre au-dessus d'une valeur, enfin d'une variable, c'est simplement que cette variable, on l'a mesurée plusieurs fois. C'est ce qu'on a fait ici. On l'a mesurée 4 fois. Et en fait, quand on marque ces barres, c'est simplement pour dire que l'on va prendre la moyenne de tous nos résultats. Donc c'est l'opérateur de moyenne mathématique. Il y en a d'autres, parfois il y en a qui le mettent entre supérieur et inférieur.
Cette notation, c'est celle qu'on retrouve le plus souvent dans les bouquins. Voilà, d'autres questions là-dessus pour le moment? Ok. Très bien. Alors, je vais passer donc la partie droite. Et là, on va faire un petit test pour répondre à la question 4. Donc, proposer des explications aux écarts éventuellement obtenus. Écart, explication, des écarts. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc là, je vais vous mettre quand même. Première chose. On pourrait dire qu'il peut y avoir une légère variation de distance par rapport à la valeur mesurée. Légère variation de distance par rapport à la valeur mesurée. Donc là, ça peut induire une différence. Mais en fait, si on refaisait cette expérience avec des distances différentes, au lieu de se placer à 5 mètres, on se plaçait à 5 mètres 50, 6 mètres ou 4 mètres 50, bah, on verrait qu'on retrouverait à peu près tout le temps les mêmes résultats. D'accord? En fait, ce que l'on voit, c'est que dans les mêmes conditions, les valeurs, elles ne sont pas vraiment reproductibles. Vous avez vu que les 4 mesures que l'on avait, c'est quand même des mesures assez différentes. Donc en fait, les imprécisions, elles viennent plutôt de l'électronique et de la réactivité du téléphone, du moins de l'application en elle-même. D'accord? Donc ça va être plus important. Il faut vraiment en parler. Alors, les différentes mesures, ne sont pas des différentes mesures dans les mêmes conditions. Ne sont pas vraiment reproductibles. C'est-à-dire, on ne retrouve pas les mêmes valeurs à chaque fois. D'accord? Donc on en est dit que les imprécisions viennent essentiellement soit de l'électronique, bien essentiellement de l'électronique, c'est-à-dire la réactivité du smartphone. Donc, je ne vais pas faire de la pub. Hein. Nous, quand on tape. Ça va un peu aux mêmes variations de distance. Puisque non, quel que soit le temps tu tapes, ça va pas, parce que c'est une différence. Mais on n'attend pas forcément le même delta T. Non, ça c'est pas grave. Ça n'a pas d'influence. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, les impressions, elles sont essentiellement de l'électronique. Ou de l'application en elle-même, donc peut-être le langage informatique, la programmation d'un futur NSI qui n'a pas su bien programmer les choses, tel que Monsieur Léon. Je me bien caché, la femme manque.
Alors, oui, je vais rajouter un petit texte encore, pour compléter ce qu'on vient de dire. Plusieurs mesures dans des conditions quasi identiques. Plusieurs mesures dans des conditions quasi identiques peuvent donner des écarts de quelques centisecondes, ce qu'on avait vu dans le tableau que j'ai effacé. Peuvent donner des écarts de quelques centisecondes, donc 10 moins 2 secondes. Lors de 1, 10 moins 2 secondes, à chaque fois les écarts qu'on a. Ce qui entraîne des écarts importants dans le calcul, d'où la nécessité de refaire plusieurs mesures et de moyenner ces mesures. Et la moyenne va être votre indicateur de la mesure finale. Donc au final, ici, c'est la précision et la sensibilité des appareils qui semblent être la limite de la technique. Et donc, la précision et la sensibilité des appareils, qui est déjà très bonne pour des smartphones achetés dans le commerce, c'est quand même très cohérent. Qui semble, qu'est-ce que j'avais dit, qui semble être la limite de la technique. Qui semble être la limite de la technique. Voilà pour ce traité. Faire un bilan résumant la méthode employée, les conditions expérimentales. Bon, ça, voilà, vous décrivez simplement ce que l'on a fait, les choses à respecter, il faut être assez précis, bien aligné, faire de bonnes mesures propres, être dans un environnement sonore le plus bas possible. Disons que faire ça avec des secondes, on avait essayé, c'était un petit peu complexe, mais on l'avait fait. Voilà pour ce TP. Et donc là, on va pouvoir passer maintenant à la correction des exercices. Tiens, je vais lancer un petit sondage en attendant que vous recopiez tout ça, pour savoir en fait qui va revenir en classe physique. Alors, comment on fait les sondages là-dessus tac. Ouais, alors attends déjà que je fasse créer un sondage. Comme ça me donne une petite... Je sais que vous avez un sondage qui a été envoyé sur Chrono par le proviseur adjoint. Oh là là, alors, retour, classe physique. On va appeler ça ajouter une question. Comptez-vous revenir en présentiel? En interrogation. Ajouter une réponse. Oui. Ajouter une réponse. Non. Enregistrer. Terminer. Clac. Et lancer le sondage. C'est parti. Ah ouais, quand même, je pensais pas. C'est une majorité de oui, hein.
Vous voyez pas l'évolution du sondage en même temps? On voit que la réponse que l'on donne. Ah mince. Alors, pour le moment, vous êtes à 53,8% de oui et 11,5% de non. 51, alors, 52 de oui. Moi, c'est bizarre qu'on puisse pas, les résultats ne sont pas partagés. Ah, à mon avis, il y avait une option que je vais rajouter. Ouais, je l'ai pas fait. Il y en a encore 9 qui n'ont pas répondu au sondage, ça doit être les 9 qui sont devant leur écran, mais qui ne travaillent pas. Je sais aussi. Et en plus, je vois les noms. Allez, encore 8 là. Enzo, Léo, Maxime, Solon, Ilyes, Théo, Camille et Thomas. Mais oui, tu travailles, Quentin, c'est bien. Dans la petite fête. Léo, Maxime, Solon, Ilyes, Théo, Camille, Thomas. Je crois qu'on va s'arrêter là. Mais ça fait quand même 63% qui vont revenir et 11% qui vont pas revenir. Et 26. Eh ben, Ilyes, clique sur non. Et puis voilà. Il n'arrive pas. Ilyes est devenu manchot. C'est moi qui l'enlève, les gars. Bon, Ilyes ne veut pas répondre. Allez, je termine le sondage. Clac. Confirme. Voilà. Ah, si, Ilyes a quand même répondu. Voilà. Alors, partager les résultats. Ah non, c'est pour le refaire. Donc, ouais, je clique sur partager les résultats. Et là, ça aurait marché. Moi, j'ai dit que oui, je revenais, mais ça va dépendre des conditions. On va voir comment ça fonctionne. Vraiment, je ne peux pas vous dire puisqu'on va faire tous les exercices. On a fini le programme, donc on est bon. On va faire les petits exos. Ce que je pense faire, c'est vraiment de différencier. Je n'ai pas encore trop réfléchi à la façon d'aborder les choses. Ouais. Après, comme d'après ce que j'ai compris, les élèves, vous allez être dans une salle toute la journée. Et c'est les profs qui vont bouger. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est être dans une salle, et ce qui m'aurait permis au moins de faire en même temps de la visio, de façon à ce que ceux qui ne viennent pas puissent quand même assister au cours. On va faire des TP ou pas? Bonne question. Si vous êtes dans une salle de physique-chimie, on peut l'envisager. Sinon, je ne sais pas. On ne pourra pas. Donc c'est vrai qu'on est encore dans le flou artistique. Et moi, ce que j'aimerais, c'est faire des TP, justement. C'est quand même vachement plus sympa et on va lancer des trucs. Alors, Ilyes, comment te le dire? Déjà, rien que de faire les cours sur Internet, c'est épuisant, d'accord? Et ça me prend un temps fou. Faire les deux en même temps, je crois que tu me retournes sous terre en 2 jours. Je te le dis. Des contrôles écrits, non. Franchement, ça ne sert plus à rien. Moi, ce que je veux, c'est qu'on finisse, ça va rester quoi? Ça va rester 3 semaines, qu'on reste vraiment dans une ambiance de travail, puis que vous apprenez des choses. Basta. Donc non, les cours sur Internet, je ne pense pas pouvoir les continuer. J'essaierai, hein, je vais voir comment ça se met en place. Je peux rien vous garantir encore pour le moment. Voilà, nous allons passer à la correction des exercices. Pendant l'heure qui nous reste. Est-ce que vous avez tout noté? Je peux tout effacer. Yes, oui. S'il n'y a pas de nom, c'est que c'est bon. J'allais le dire, même Et en fait, je vous avoue, je préfère reprendre en présentiel
parce que ça devient très frustrant de faire des cours comme ça. J'ai plus l'impression de faire mon métier. J'ai besoin de retrouver un contact. Voilà, c'est important. Après, c'était très bien, hein. On a pu, je trouve que ça m'a permis d'avoir un renouveau pédagogique, de trouver de nouvelles méthodes d'évaluation, de faire de nouvelles structures de cours. Donc non, pour en faire positif, mais bon, ça va qu'un temps, hein. Arrêtez un petit peu. Alors, les exos que vous avez proposés. Il y avait le 9 page 330. Je pense qu'on se fera, si je peux faire les TP en salle, on va faire du Python. Ce serait pas mal, ça aussi. Orly, truc. Puis ça, avec vos tablettes, on peut le faire aussi facilement. Vous faites cours à un mur presse, vous devez conduire et tout pour 2 heures. C'est ça. Alors, exercice 9, page 330. Donc, période et fréquence. Une onde sinusoïdale a pour longueur d'onde 3 mm. Donc on vous donne la longueur d'onde. Lambda est égal à 3 mm. Et qu'est-ce qu'ils disent? Sa célérité est V2,5 puissance 6 par seconde. J'ai bien lu. Oui. Calculer sa période, puis sa fréquence. On va commencer par la période. Donc, je vous rappelle, la définition de la période, au final, pour une onde, c'est la durée nécessaire pour qu'elle se reproduise identique à elle-même. Ou alors, meilleure définition, c'est la durée nécessaire pour qu'elle parcourt une longueur d'onde. D'accord? Donc, c'est durée nécessaire pour parcourir une distance lambda. Alors pourquoi lambda? Parce qu'au bout d'une longueur d'onde, elle se retrouve dans le même état vibratoire, à un point différent, d'accord, dans un espace différent, une coordonnée d'espace différente, mais avec exactement la même amplitude et le même sens de variation, soit croissante, soit décroissante. Donc, par définition, comme on sait que la célérité de l'onde, c'est la distance parcourue par unité de temps, donc c'est la distance parcourue lambda sur une période, ce qui vous permet de dire que T est simplement la longueur d'onde sur la célérité. N'apprenez pas cette formule par cœur, sachez simplement que c'est la vitesse et la distance sur le temps. Et à partir de là, vous redéduisez tout. D'accord? Moins vous connaissez cette formule par cœur, plus vous les comprenez, plus la physique sera simple pour vous. Ça, je ne peux pas de le répéter. Donc, on se fait une petite application numérique. On va voir. Alors, lambda, 3 mm, donc 10 moins 3. Sur 2,5, 10 moins. Calculons. Alors, 3, 10 moins 3 divisé par 2,5 moins A moins 6. Et je trouve, donc deux chiffres significatifs, 1,2 puissance 3 secondes. Et le nombre de forces de période. Un peu comme les ondes gravitationnelles. Mais c'est beaucoup plus grand.
une onde gravitationnelle à une période beaucoup plus grande. Donc voilà le résultat à l'intérieur. Alors enfin, je vous demande la fréquence. Alors on a deux méthodologies de calcul. Il y en a une que je préfère par rapport à l'autre. Celle que vous utilisez en général, c'est celle que j'aime moins, mais qui est acceptée. Vous venez de calculer la période, et bien vous savez que la fréquence est l'inverse de la période. Soit, ça me va. Maintenant, si vous avez fait une erreur de calcul là, forcément vous allez refaire une erreur de calcul après. Et là, le problème, c'est que vous allez avoir deux résultats numériques qui vont être faux, donc vous n'aurez pas la totalité des points. Deuxième solution, donner une expression littérale de la fréquence directement, et à partir de là, refaire le calcul. Moins de chances de se planter. Maintenant, c'est vous qui voyez. Donc, on va faire les méthodes. Première méthode, on dit que f est égal à 1 sur t. Direct. Donc là, on va utiliser le calcul précédent. Si on fait notre application numérique, on va avoir f qui est égal à 1 sur 1,2 sur 3. Et ça nous fait 1 divisé. Donc, 8,3. C'est pas pratiquement 3, c'est 3. Ah oui, c'est 3. Oui, c'est bon. 10 puissance moins 4. R. D'accord. Deuxième méthode. Dire que f c'est égal à la vitesse sur la longueur d'onde. C'est ce qu'on avait avant. Vous pouvez redémontrer, bien entendu. Et là, vous utilisez les données du problème. Alors, fort heureusement, on doit trouver la même chose. Du moins, j'espère. 2,5 10 moins 10 divisé par 3,0 10 puissance moins 3. Alors, je vais quand même vérifier. On ne sait jamais, mais normalement, ça donne la même chose. 2 divisé par 3. 3. Fort heureusement, on a pareil. Voilà. C'est exactement la même chose. Donc ça va pour ce petit exercice 9. Ça c'est de l'échauffement. Le deuxième aussi, le 10, ça va être un petit échauffement. Ça va ou je vous ai perdu déjà là-dedans? J'espère pas. Hein. Eh ben ça y est, je les ai perdus. Ah, merci Clémentine. Je me sens moins seul. Merci Tessa. Bien. Allez, deuxième exo. Alors le deuxième, c'était l'exercice 10 page 130. Alors qu'est-ce qu'il vous raconte là-dedans? Une onde sonore sinusoïdale à pour fréquence 980 Hz. Voilà la chose. Oui, je vais soit grand F majuscule ou F minuscule. Franchement, ça revient exactement au même. Et que pour les ondes lumineuses, on utilise la notation nu. Je ne sais pas si vous en souvenez. Et ça c'est écrit 340 mètres par seconde. Donc, c'est une onde normalement sonore. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Calculer sa longueur d'onde. Alors, la longueur d'onde, on vient de le faire au final. Hein. Vu que lambda, on avait montré que c'était... on va faire une démonstration un peu plus correcte. C'est la distance sur la durée.
pour la période, c'est aussi égal à A, C, C, de note. Et comme T, c'est l'inverse de la fréquence, il faut dire que c'est lambda fois F. Ce qui nous permet de dire que lambda, c'est la célérité divisée par la fréquence. Voilà, voilà une chose. Appliquer sur l'unité. On va avoir lambda V 340. Combien de chiffres significatifs devra avoir mon résultat? Parfait, 3. Et je trouve 8,90 centimes. Mètres sont des ondes centimètres. 90 centimes. Voilà pour ce résultat. Donc facile, hein. C'est vraiment des petits exercices d'échauffement. Il faut savoir quelque chose, en radian ou en degré. Pourquoi tu veux des radians du... Ça change rien, c'est Ah non, d'accord. parce que t'as pas de cosinus ou de sinus. Mais moi, je comprends pas ça. Ah bon, c'est moi qui me suis planté? Je sais pas. Ah non, c'est moi qui me suis planté, j'ai mal écrit 340 sur 980. C'est 3,47. 3,47. J'ai mal tapé sur la calculette. J'ai joué mon marel. Oui, gratuit. Toujours. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans les quiz que j'ai corrigés. Vous avez le bon raisonnement, etc., mais vous vous perdez un peu dans toutes ces expressions littérales mathématiques. Et ça vous pose un problème, parce qu'au final, même si le raisonnement est juste, vous reproduisez, vous réécrivez les formules plein de fois en changeant simplement un petit paramètre, et au final, vous embrouillez, vous faites une erreur de calcul. Oui, Marel, je t'ai pas perdu, mais disons que y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Voyez. Tout dépend de ce que tu appelles bonne note. De toute façon, c'est sur 100. Donc, alors, ensuite, exercice 14, page 330. Alors, quel est-il? Calcul de retard. Au Far West, un train démarre d'une gare située à une distance de 6,5 km de l'endroit où un Indien pose son oreille sur le rail en acier. Donc on a une distance T. 6,5 km. Donc en fait, là il y a le chouk. Là il y a un Indien. Voilà, pose son oreille. Et puis hop. Ici, il y a... Je suis super fort en schéma. Calculer le retard de l'onde sonore dans le rail entre son émission et sa réception par l'oreille. Vous avez une donnée. La célérité du son dans l'acier du rail, 5600 mètres par seconde. Vous devez 5600 mètres par seconde. Juste pour un petit rappel, la vitesse de propagation du son dans l'air est de 340 mètres par seconde. Pourquoi comment est-ce que vous pourriez expliquer le fait que dans un solide, cette vitesse est beaucoup plus grande, plus de 10 fois plus grande?
C'est un porc-épic, indien. Exactement, Quentin. C'est pas la même densité. Comme les solides sont plus denses que les gaz, bah forcément la propagation de proche en proche se fait beaucoup plus facilement. Puisque le milieu matériel est plus condensé, bah la perturbation se propage beaucoup plus facilement, donc beaucoup plus rapidement. Les molécules sont plus proches entre elles. Exactement ça. C'est le fait que ce soit plus dense. La densité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que les choses soient rapprochées ou pas. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous pose comme question? Calculer le retard de l'onde. Retard. Petit 1, retard de l'onde. Calcul du retard. Alors, le retard, il y a plusieurs façons de le noter. C'est une durée en fait. C'est la durée de propagation de l'onde à la célérité v pour une distance d. En fait, on le note, le retard, c'est plutôt noté faux. Si vous me notez delta t, ça me va très très bien. En général, du point de vue physique, quand on parle de retard, on utilise la lettre grecque tau. Donc là, je vais utiliser tau. Donc ce que l'on sait, c'est que v, c'est d tau, donc tau égale à d sur v. Un compliqué. Application numérique. Tau est égal. Donc, le piège, c'est doubler de convertir. Il y en a qui l'ont oublié dans le quiz. 5500. Et on calcule. Ça a... Bon. Et on trouve. Alors, deux chiffres significatifs, 1,2 secondes. Ok, Nicolas. Alors, calculer le retard de l'onde sonore dans l'air pour la même distance parcourue. Donc maintenant, même chose, mais au lieu que ce soit l'onde qui se propage dans le métal, on va regarder combien de temps elle va mettre pour arriver à l'oreille de l'Indien, simplement par l'air. Là, la différence, bah, forcément, la vitesse de propagation dans l'air est plus lente, donc théoriquement, on devra trouver un retard qui sera plus long. Donc, calcul du retard dans l'air. Calcul de taux R. De même, taux R, ça va être un D divisé par VR. Donc là, pas besoin de refaire une démonstration. Application numérique, taux R. Donc on a encore nos 6,5 km, et on va prendre 340 mètres par seconde. 340, 345. Eux, ils prennent quoi dans le... 140. Ils prennent toujours 340? Oui. Donc, ouais, on prend 340. 6,5 puissance 3 divisé par 340. Ça nous prend 9 secondes. D'accord? Donc beaucoup plus long. Après, on pourrait le voir, hein, puisque le retard est inversement proportionnel à la célérité de l'onde dans le milieu, bah, si la célérité est plus faible, forcément, le retard va être plus long. Retenez ce terme inversement proportionnel. Voilà pour le 14. Ah, là je vais avoir un problème. Je vais mettre le niveau scolaire, et tout. Donc, on a dit. On va répondre directement dessus. Ça va être plus simple pour moi. À moins qu'on réessaye un partage d'écran. Si ça bug, je me reconnecte. Hein. On va essayer un partage d'écran quand même. J'aimerais bien. Est-ce que vous avez fini de noter là?
Léna, je t'attends, pas de souci. Bien entendu, je ne vais pas au conseil de classe des premières. Je ne vais qu'au conseil de classe, je suis professeur principal. D'accord. T'as beaucoup à écrire, Léna, encore ou pas? Je sais pas, je le remets. Hein. Ok, bah on t'attend. Pas de souci. Et après, il y a quoi? Voilà, on prend le 1 et 1. Et valider. J'ai fait le temps ou ok, alors on va tenter le partage d'écran. Si ça déconnecte, j'essaie de revenir au plus vite. Attention, c'est parti. Là, j'ai toujours du son apparemment. Ça rame un peu. Donc normalement, vous voyez mon écran. Hein. Et là, je vais reprendre ça. Je vais l'amener ici. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, miracle, ça marche. Ok, alors on va faire ça comme ça. Et donc, il faut que j'aille à la page... J'ai dit quoi? 330. Alors, je comprends pas pourquoi parfois ça marche et parfois ça ne. Donc, le 17, il est 4. Alors, ça, c'est un ECG. Normalement, vous en avez fait l'an dernier des études de CG, vous aviez un TP là-dessus, puisque c'était encore dans le programme. Maintenant, on n'étudie plus les phénomènes périodiques simplement sur les phénomènes de la santé, on fait un peu de tout. Donc, c'est vrai que je l'ai remis aussi à Maison cette année. Et qu'est-ce qu'on va voir? Alors, à quels phénomènes physiologiques sont associés ces signes? Alors, exactement, Clément, c'est un faux battement du cœur. Donc on va y faire directement. Ces signaux sont associés au battement du cœur. Voilà, phénomène physiologique. Alors, cœur, est-ce que je peux faire le dans l'eau? Oui. Alors, ces signaux qui se propagent dans le corps sont-ils sonores, sismiques ou électriques? Alors, n'oubliez pas que c'est un électrocardiogramme. Exactement. D'un côté, je comprends ta réponse, Clémentine, que ce soit des ondes sonores, puisque quand tu places ton oreille, tu entends un son, ce qui est logique. Maintenant, le CG, comment est-ce qu'il fonctionne? Il mesure justement les variations électriques, les contractions musculaires du cœur.
Donc, c'est vraiment un signal électrique. Alors, bien entendu, c'est pas sismique, même si on pourrait le dire, hein, ça nous fait trembler tout le corps, mais du coup, en effet, c'est électrique. Donc, on va peut-être un petit peu développer. Au départ, ce sont au départ des signaux électriques. D'accord ? C'est des messages nerveux qui permettent la contraction du muscle cardiaque. Des messages nerveux permettent la contraction du muscle cardiaque. Alors, pourquoi est-ce que vous pouvez considérer que ce phénomène, ces signaux, sont périodiques? Est-ce qu'ils le sont vraiment d'ailleurs? Les signaux peuvent être considérés comme périodiques, car ils se répètent identiques à l'identique au bout d'un même intervalle de temps. Parfait, donc ça me semble très bien. Car la forme, alors pour changer un peu, car la forme des signaux est répétitive dans le temps. Mais ce qu'a écrit Clémentine, c'est exactement la définition, et en général, c'est celle que vous sortez le jour des examens. Maintenant, vous pouvez très bien modifier les définitions à partir du moment où ça va vous dire la même chose. Alors, réinterpréter à votre sauce, c'est aussi important. Bien que, rater une petite note, bien que l'on constate une légère différence on pourrait d'ailleurs, on qualifierait plutôt le signal de pseudo-périodique. D'accord ? Ça, c'est un terme qu'on va beaucoup utiliser l'an prochain, les phénomènes, les signaux pseudo-périodiques, parce qu'on va étudier justement certains phénomènes mécaniques et électriques qui sont périodiques. Voilà pour ça. Alors, déterminer la période, sachant qu'un grand carreau correspond à 250 millisecondes horizontales. Alors, je vais agrandir l'image. Là, je vais... C'est bon, c'est noté? Ok. Oui. Il y a que quelqu'un en train de noter. Voilà. Donc là, je vais agrandir le signal. Et le but, c'est de mesurer la période de ce signal. Alors, comment on fait? Donc c'est vrai que si on ne peut pas faire de double flèche là-dessus, non, c'est simple flèche. C'est nul. On manque de forme. Donc si on mesure de là à là, on a bien une période T. Okay. Sauf que, si on fait cette mesure juste là, exactement. Alors c'est mieux, il vaut mieux prendre un plus grand nombre de périodes. Pourquoi c'est important de mesurer plusieurs périodes plutôt qu'une seule? C'est toujours la même chose au final. Hein. Exactement, pour augmenter sa précision. Donc en fait, ce que l'on va faire, on va plutôt mesurer, je peux pas changer, non pas en rouge, on va plutôt mesurer ceci, de là jusque là. D'accord? Et là, on va dire, au contraire, on a combien de périodes? 1,
ça fait du 4T. D'accord. Alors, pour ces 4 périodes, on a combien de carreaux? Donc, on va compter de celui-là, déjà. Je ne peux pas avoir un... On va bien avoir... Je ne peux pas avoir le compteur là. Donc, de cette période, 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux, 5 carreaux, 6 carreaux, 7 carreaux, 8 carreaux, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a plus de 13 puisque je n'ai pas considéré le début ici. Et tout ça. Donc, ça fait plus de 14. Donc on va dire 14,5 carreaux. D'accord? On ne peut pas avoir une précision inférieure au demi-carreau. Donc je vais mettre 14,5 carreaux. Alors, 4 périodes, pourquoi c'est pas une 4 périodes correspondent à 14,5 carreaux. Or, un carreau correspond à 250 millisecondes, donc C est égal à... Je ne vais pas l'écrire sous forme de formule, on va le faire textuellement comme on fait dans les quiz. On va donc dire 14,5 multiplié par 250. Je ne convertis pas en secondes, j'aurai mon résultat en millisecondes. Et ça, je le divise par 4, pour les 4 périodes. Calculette 14,5 fois 250 divisé par 4. Et je trouve... Alors, combien de chiffres significatifs doit avoir mon résultat? Ah non, pourquoi 1? Et ça, c'est l'erreur classique. 1, si tu n'es 1, ça veut dire que tu considères que 4 est significatif. Sauf que tu sais que toi, que tu mesures précisément 4 périodes. Donc, c'est un nombre où tu n'as aucune incertitude dessus. Donc, tu n'as pas à le considérer. Alors, c'est vrai que, d'après tout ce que je vous ai appris actuellement, Laure a raison. Ça devrait être 3 chiffres significatifs, puisque vous avez mesuré, on vous donne la durée d'un carreau à 3 chiffres significatifs, et vous pouvez donner la précision du carreau à 3 chiffres significatifs à 14,5. Maintenant, le 0,5, c'est là où vous commettez votre erreur. Donc en général, on prendrait 2 chiffres significatifs. Pour ne pas vous embrouiller, on va garder nos 3 chiffres significatifs et faire comme d'habitude. Et moi, je trouve 906 millisecondes. Et on pourra avoir la fréquence. La fréquence correspond à l'inverse de la période. Point F est égal à 1, C est égal à 1 départ. Alors là, ne pas oublier par contre, c'est impératif de convertir en secondes. Donc je fais 1 sur 906. 1, virgule, je n'ai pas de égal, 1, virgule, 1,1 battement par seconde. Que la fréquence, au final, c'est le nombre de fois que le phénomène se reproduit en 1 seconde. Ah, et puis en battements par minute, en battements par minute, ceci correspond... Alors comment on fait si vous avez 1,10 battements en 1 seconde, combien vous en avez en 1 minute?
Ben, vous avez juste à multiplier par 60. 1,10 multiplié par 60. 70,0 bâtiment. Est-ce que c'est bon pour cet exercice? Le 17. Alors après on va passer, c'était jusqu'à 10 que je vous ai donné, c'était jusqu'à là. Hein. D'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner la liste de tous les autres exercices que je compte faire sur ce chapitre. Et puis on va commencer à travailler sur ces exercices. Je vais vous laisser le temps un peu de réfléchir sur le 21, page 232, 300. Et donc je vous laisserai 10 minutes, même pas, hein. Donc après on le corrige. Et vous aurez la liste de tous les autres exercices également. Alors, je vous les écris déjà là, une liste des exercices. Donc, le 21, le 22, le 24, le 28, le 32, est-ce que je le ferai pas? Peut-être, on verra. Le 32, peut-être. Je mets entre parenthèses. Le 33, le 34, le 36, le 37. Voilà. Donc, le 32 entre parenthèses, on verra. Alors, j'arrête le partage. Ah. Ça a bugué. Ça a bugué. La caméra ne revient pas. Attends, si je prends ma caméra, voilà. Je remets la caméra. Ah bah non, j'ai plus de caméra. Ah si, ça y est, c'est revenu. Voilà, donc je vais les écrire au tableau. Donc j'ai dit 21, donc bien paquet. Celui-là, très mathématique. Pour ceux qui veulent faire la spécialité de maths, je vous conseille de le faire. Et le 34 et le 37, ils se ressemblent beaucoup. Voilà. Alors, je vous laisse un petit peu réfléchir sur les 36. Ouais. Je vous laisse quelques minutes pour regarder le 21, page 332, qui est le fonctionnement du sonar. Alors, normalement, vous l'avez fait, cet exercice, en seconde. Donc, simplement pour mesurer la profondeur des fonds marins. Donc le sonar d'un sous-marin émet des ultrasons pour estimer entre autres la profondeur du fond marin. Il est aussi équipé d'un récepteur. L'émetteur envoie des ultrasons vers le bas. Que se passe-t-il pour l'onde d'ultrasons contre le fond? Là, c'est le phénomène physique qu'on vous demande. On schématise, faire un schéma. Et enfin, calculer la profondeur du fond. Alors, c'est pas du fond marin, mais c'est la profondeur, la distance qui sépare le sous-marin du fond marin. C'est tout ça.
Et on vous donne la célérité des ultrasons dans l'eau de mer qui est à 1500 mètres par seconde. Allez, vous avez 5 minutes un peu pour réfléchir. Et moi, je me pose un peu. Je vais regarder ce que je vais faire avec les secondes. Hein? Ouais, c'est bien. Un bilan de... Deux chapitres. La synthèse et une transformation physique, puisqu'après je vais quand même faire des transformations nucléaires. Je suis bête, je vous en pas. Ouais, c'est un bon truc. Je sais que le colis est à Marignane, c'est à 6h40. Alors, phénomène physique. Le mots matériel, paye webcam, webcam. Ah, mais vrai, ça, c'est juste pour que je puisse récupérer l'émetteur de mon écran. Ça, ça fait 2 écrans. Alors, qui répond à la question? L'émetteur envoie des ultrasons vers le bas. Que se passe-t-il pour l'onde ultrasonore quand elle rencontre le fond? Alors, Clémentine, j'adore. Tu t'expliques toujours les choses avec des mots très simples. Il va falloir un petit peu plus de langage scientifique. Elle ricoche et remonte. Pareil, Enzo, ricocher, c'est pas très scientifique, quoi. Allez, ça vous l'avez vu en seconde aussi. C'est un phénomène particulier. Merci, Laure. L'onde ultrasonore est réfléchie. D'accord? Voilà, réflexion, et puis la lumière aussi, quand elle passe d'un milieu matériel transparent à un autre, elle subit une réflexion. Et c'est quoi l'autre? Vous vous en souvenez? C'est vieux, hein? Les modes d'écart. Bien, Clémentine, réfraction. Donc là, c'est sur les ondes sonores. Alors, on peut aussi avoir il y a aussi de la réfraction dans les ondes sonores. Sur les ondes sonores, elles agissent pareil quand elles rencontrent un autre milieu. Par exemple, quand elles passent de l'air à l'eau,
elles sont aussi réfléchies, mais le milieu n'est pas forcément transparent. On peut très bien appliquer tout ce que vous avez appris sur les ondes, les phénomènes de réfraction et de réflexion pour les ondes lumineuses. On peut aussi l'appliquer pour les ondes sonores et les ondes électromagnétiques en règle générale. Alors, qu'est-ce que je vais marquer? Quand elle rencontre le fond, quand elle rencontre l'onde infrasonore est réfléchie. Donc, c'est ça le terme qui marche. Alors, au final, qu'est-ce qui se passe? Comme elle est réfléchie, elle va revenir vers l'émetteur. Elle revient vers l'émetteur. En faisant le chemin inverse. Voilà pour la réponse, toute bête. Question 2. Alors, allez, je vais de nouveau rentrer dans les beaux-arts. Faire un schéma. Donc là, on va schématiser la situation. Donc, ici, vous avez le fond marin. Votre sous-marin, on va faire un sous-marin en forme de poisson. Voilà. C'est quand même... Voilà, les trois bleus. C'est magnifique. Je l'utilise, exactement. La distance qui sépare les deux, le sous-marin du fond marin, c'est H. Et ce qu'il faut bien faire comprendre, c'est que l'onde, elle fait comme ça. D'accord? Elle est émise au niveau du sous-marin, elle se réfléchit au niveau du fond marin pour revenir vers le récepteur qui est également à l'intérieur du sous-marin. Bon, rien de bien compliqué à faire. Et une fois ça, un petit peu. Avec ça, ça devrait suffire. Petit 3, il s'écoule la durée delta T avant que le récepteur reçoive l'écho après l'émission en désir H. Calcul de H. Donc là, ce qu'il faut dire, c'est que l'onde fait un aller-retour. L'onde, faut que c'est, on va mettre dessus. C'est plus joli. Un aller au retour. D'accord? Donc en fait, un aller-retour, ça représente 2H dans une durée delta T. Donc, ainsi. Alors, comment ils ont noté VO? La sévérité de l'onde dans l'eau, c'est VO. C'est la distance parcourue de H sur delta T. Ce qui vous permet d'extraire H comme étant VO delta T divisé par 2. Et il ne nous reste plus qu'à faire la situation numérique.
Alors, VO 1500 mètres par seconde. L'écho, il revient au bout de 0,83 secondes. Donc là, il n'y a même pas de conversion à faire. Et on divise par 2. Et on va trouver notre résultat. Alors, combien de chiffres significatifs? Oui, donc ça nous fait du 6,2 10 puissance 2 mètres. Alors, bien entendu, les sonars sont beaucoup plus précis. La mesure sur la durée de la réception, entre l'émission et la réception, elle n'est pas donnée normalement au centième de seconde, elle est plutôt donnée au millième, voire 10 millième de seconde. En plus, ça peut prendre en considération la vitesse, la célérité, puisqu'elle va être différente en fonction de la température de l'eau. Et c'est vrai que si vous avez un fond qui est assez profond, ben, la température varie, donc la célérité de l'onde varie, donc cette formule n'est plus valable. C'est juste une approximation. Mais tout ça, on peut l'optimiser. On peut faire aussi une mesure grâce à l'onde des différentes densités. Grâce à ces différentes densités, on a la célérité de l'onde et on obtient encore une mesure beaucoup plus précise. Voili. Bah écoutez, on a fait tout ce qu'il fallait pour aujourd'hui. C'était notre dernier cours visio normalement. Pour les autres, ceux qui ne viendront pas, je vais voir comment ça fonctionne. Si ça m'est attribué, etc., et que j'aimerais bien en fait que les premières spécialités on fasse tout ensemble, si je peux faire un cours enregistrer le cours que je fais en présentiel, bah, j'essaierai aussi de le mettre sur la chaîne YouTube et en même temps, pourquoi pas vous envoyer des invitations à assister au cours comme si on était en classe normale. Est-ce que ça va marcher ou pas? J'en sais rien. D'accord? On va essayer. Encore, découverte pédagogique. On va voir comment ça fonctionne. D'accord, mais bon, je vais essayer de lâcher personne, de mettre personne sur la touche, de façon à ce que tout le monde puisse participer, avoir des cours. Est-ce que vous avez des questions? C'est tout bon? Sur ce... Ah, j'avais une partie de cours que je n'avais pas fait. C'est les sinusoïdales, le 33. Je le ferai après. Là, je n'ai pas le temps. Parce que, ouais, il manque une partie de cours, on vient de me dire, sur les ondes sinusoïdales. J'en parlerai, je ferai, et puis c'est simplement l'expression mathématique des ondes sinusoïdales. Après, vous pouvez regarder dans le bouquin aussi. Sur ce, bah, à bientôt, et puis pour ceux que je revois, on se revoit normalement lundi, voilà, en présentiel. Bon, on va voir comment ça fonctionne. Allez, j'arrête l'enregistrement.